Pour les Rwandais de la FDL, c'est la preuve de leur culpabilité. Une traque impitoyable commence. Nous avons traversé le Congo à pied et dans des grandes forêts. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de toilettes. Nous tous, nous devenons vieux. Nous devenons vieux, nous tous. Les visages et les enfants et les adultes, maigres comme ça. Et en forêt, qu'est-ce que vous mangiez en forêt? Dans la forêt, ce n'est que des fruits des arbres sauvages. Tout ce qui n'est pas amer est comestible. Que ce soit des fruits, que ce soit des feuilles. Même ces feuilles-là, s'ils ne sont pas amers, on mange. On cherche, on trouve, on tombe sur un chat, on se ravitaille là-bas, c'est un chat de manioc. Là, je vous dis, on détruisait des champs. Vous prenez plus de 20 000 personnes, vous les jetez sur la route, sans rien. Là, nous avons détruit les champs des Congolais. Et des fois, nous étions dans des forêts, là, il n'y a pas de champs, là, il n'y a pas de village. Si tu attrapais la malaria ou bien la diarrhée, tu restais. Une maman qui meurt, ma mère meurt, et je prends son cadavre, je le mets à côté et je continue. Les gens ne savaient plus où se trouvaient les réfugiés, la communauté humanitaire notamment. Les réfugiés s'étaient éparpillés dans la forêt. Et donc nous avons survolé la forêt en suivant la route Kisangani. Et c'est au niveau de Lubutu qu'on avait vu une marée humaine en pleine forêt. Une marée humaine comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai jamais vu une marée humaine comme ça, en face. Et après on est revenu, on s'est posé sur cette route-là qui servait de piste. Et c'est ainsi qu'on avait découvert des milliers de réfugiés hutu-rwandais qui mouraient de faim dans la forêt. Et c'est la première fois dans ma vie que j'avais vu l'enfer en face. Donc, ils étaient tellement des milliers, des loqueteux, des misérables. Et même, j'avais vu des enfants, des bébés, hein, et avec des mouches partout, couverts des mouches, à telle enseigne que leur maman, affaiblis, n'arrivaient même plus à chasser les mouches et les insectes qui s'amassaient ou qui s'entassaient sur les corps de ces bébés. Au cœur des forêts congolaises, non loin de Tingi-Tingi, un premier convoi humanitaire découvre des milliers de réfugiés, épuisés, hébétés, entassés le long de la voie ferrée, dans l'attente d'un hypothétique secours. De ces camps, plus de 200 000 réfugiés en détresse sont rassemblés à Tingi-Tingi, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas les secourir car l'armée rwandaise leur interdit l'accès au camp. Les ONG font alors appel à l'Union européenne. Emma Bonino, la commissaire à l'aide humanitaire, se rend sur place en urgence. Plus de 3 mois de marche dans la forêt, dans la boue, sans abri, sans habits, sans médicaments et presque sans nourriture. Maman Bonino, si vous étiez tout près de cette forêt, vous auriez entendu beaucoup de pleurs des enfants qui, malgré la fatigue et la faim, devraient obligatoirement faire ce long trajet pour échapper à la mort atroce infligée même aux enfants par les océans. Maman Bonino, vous qui occupez une place importante au sein de l'Union européenne, nous vous prions de transmettre à votre visite et attendons beaucoup de vous. Au revoir, Maman Bonino. Mais peu de temps après le départ d'Emma Bonino, l'étau se referme sur les réfugiés et le camp est pris d'assaut. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas.
parce que le HCR était ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda, parce qu'il fallait balayer Mobutu après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Les gens se sont tus, ils n'ont rien fait. There's testimony from Congolese that record that bodies were gathered, were burned, buried to hide the evidence. But there's a very serious group of crimes that were committed south of Kisangani that I think have never been investigated to satisfaction. C'était des troupes rwandaises, mais qui avaient quelques petits leaders congolais pour essayer de congoliser la bataille, mais c'était des troupes rwandaises, on le sait, avec des commandants rwandais. James Kabarebe en personne était ici, et il y avait aussi celui qu'on appelait à l'époque le commandant Hippo, parce qu'on l'avait vu ici à Kisangani, dans certains petits bistrots ici. Le commandant Hippo n'est autre que l'actuel Joseph Kabila. Et donc il était ici, les gens le voyaient, ils étaient là. Ils étaient au courant de ce massacre? Bien sûr que oui, rien ne se faisait sans eux. Ils savaient, ils étaient au courant. James Kabarebe. Homme de confiance de Kagame, il a fait ses preuves dans l'armée rwandaise avant d'être nommé général en chef de la rébellion. Kabarebe emmène dans son siège un autre jeune militaire et non des moindres, Joseph Kabila, le fils. Sur la route de Kisangani, les troupes rwandaises ont fini par rattraper plusieurs milliers de réfugiés qu'elles entassent dans un train pour forcer leur retour au Rwanda. Réussir son pari, arriver au pouvoir avec le soutien des armées ougandaises et rwandaises. C'est donc ce qu'on appelle une révolution démocratique nationale, c'est-à-dire la révolution, le rejet, le déni par un peuple tout entier dans sa diversité ethnique de méthodes et de pratiques de pouvoir du régime mobutiste. Et tout le monde le sait que c'est un régime policier, un régime sanguinaire qui est là depuis des années. À l'ouest du pays, ils viennent de parcourir à pied plus de 700 km depuis Kisangani. Leur dernier espoir pour échapper à l'enfer est de traverser le fleuve Congo et d'atteindre la frontière d'un pays voisin. Provincial des services de secours d'urgence de la Croix-Rouge. Une des chefs d'équipe est venue dans mon bureau m'informer que nous venons de recevoir, nous venons de voir, il y a un afflux de gens qui sont dans une colonne interminable. Et on ne voyait pas la fin. Parce que c'était les gens qui venaient, on ne voyait pas la fin. Des milliers? De milliers qui venaient. Et tout le long de la route là, ils étaient massacrés, ils étaient tués jusqu'à arriver dans la ville de Mbandaka. Pour les réfugiés, les Rwandais Hutus devaient prendre le bateau pour les emmener à Irebi. Ils étaient pleins ici. Mais le bateau ne pouvait pas aller parce que le commandant du bateau aussi a fui. Il est rentré chez lui parce que les rebelles sont arrivés dans la ville. C'est alors que les réfugiés, ils sont montés dans les bateaux. Tous ceux qui étaient dans les bateaux. Ils ont seulement ouvert les rafales et on a tiré sur tout ce monde-là. Et ils ne faisaient que tomber dans l'eau. Même ceux qui étaient encore sur la quai, ils ont été massacrés, et vraiment massacrés. Alors, j'ai eu à intervenir aussi, parce que je ne pouvais pas continuer à supporter. Je suis allé voir les autorités, je suis venu ici au port, parler avec eux, mais il faut arrêter de tuer les gens comme ça. Et je vis le mur là derrière, et il y a un militaire qui a pris, il y avait une maman qui avait son bébé sur le dos, il a arraché le bébé et il a tenu le bébé par ce pied. Et il a frappé la tête sur le mur. Et la maman, il avait une pierre comme ça, il lui a frappé sur la tête et la maman est décédée. Il tirait des bombes, des grenades, des balles, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de bruit. Il y en a ceux qui tombaient dans l'eau, il y a des cadavres qui jonchaient sur place. C'était la chasse aux sorcières. En tout cas, ils nous tuaient. Parce que ceux qui nous tuaient, ce sont nos propres frères rwandais, Tutsis. Ce n'étaient pas des Aïrois. Ce n'étaient pas des Congolais. Il y avait des cadavres partout. Je dis partout.
ceux qui sont morts, c'était plus de 8000. On commence à se décomposer dans les rues. Ça va amener une épidémie dans la ville. J'étais obligé d'aller voir les commandants. Au début, il n'a pas voulu comprendre. Non, ces gens doivent rester comme ça, il faut que les chiens les mangent et tout. Ce sont les mauvais. Oui, vos histoires ne nous concernent pas. Ce que vous avez vécu là-bas chez vous, ça c'est entre vous. Mais moi, je parlais les dangers que la population de la ville de Mbandaka est en train de courir, et vous aussi y compris. Parce que maintenant, vous habitez Mbandaka, nous sommes tous en danger. Après, il a compris, il m'a dit, ok, j'accepte, allez les enterrer. Nous sommes venus ramasser les corps qui étaient dans la rue et puis partout dans la ville. Mais c'est ici où nous avons créé la grande fosse commune et que nous avons enterré tous ces corps. Combien de corps à peu près? On n'a pas compté, c'était beaucoup. On n'a pas compté, on n'a pas de nombre parce qu'on travaille sous la pluie. Et on faisait que les équipes ramassaient dans le véhicule, on vient, on jette, on vient, on fait les tours, on ramasse, on vient, on jette, on n'avait pas le temps de compter. Mosala et bonga qui sautait pour et tout, mais c'est quand tout. Aussi un peu d'ibembe, puis ça que tu l'as fait belé. Et on est tout le monde d'ibembe, tu l'as pinjande belé, bandanga na bona maya kumero yo. Non seulement motaza que tu l'as besoin mais la kaka mai, Amerika comme bona ça peine ni. Tant bitumba yaki, moi tout ça ba pêche au bois, ezaki sous bienté. Boso moi qui ah nous appelle qui makasi bobonga pe na luka moi